Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son histoire et de son parcours. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre commanditaire Lajoie, donc un agent manufacturier en équipement de plomberie résidentiel et commercial. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les contacter. Ainsi que Grande Fosse, qui est un manufacturier de pompes représenté par Lajoie. Donc, si jamais vous avez besoin de pompes sur vos projets pour les ingénieurs ou pour les propriétaires d'immeubles, vous voulez optimiser votre système, n'hésitez pas à nous contacter chez Lajoie. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir à nos invités des super beaux sacs. Cette semaine, j'ai l'opportunité d'avoir rencontré Bruno Lonval de chez Boutiette Parizeau qui nous raconte tout son parcours. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Bruno, bienvenue au podcast. Merci beaucoup d'être là. C'est mon plaisir. Non, mais je trouve ça vraiment cool que tu viennes parce que, Bruno Lonval de chez Boutiette Parizeau, associé directeur, je sais que tu as comme plein de rôles, on en parlera un peu plus tard. Puis je le sais que vous avez comme plein de projets ces temps-ci, puis vous êtes comme les ingénieurs, vous êtes comme à la base des premiers, d'un premier balbutiement. Fait que merci beaucoup de t'avoir libéré pour être là. Bruno, ingénieur mécanique, on étudie ensemble. T'es quel âge? On étudie ensemble, c'est vrai. Moi, je suis des années 80, fait que 40 ans cette année, le Big 40. Ouais. Good. Ouais. Puis tu viens de quel coin? Né à Verdun, puis grandi après ça en banlieue à Laval. Oh. Juste l'autre bord du Pont-Vieux. J'aime ça dire que je suis resté montréalais dans mon cœur. Tu sais. Exact. T'as tout le temps un lien. T'es-tu à Montréal présentement? Oui. Là, tu restes à Montréal avec... Centre-ville, au centre de l'île plutôt, j'aimerais dire, au centre-ville. Oui, j'ai toujours aimé Montréal. Tu sais, c'est ma ville, j'y travaille, tu sais, on la façonne. Pour moi, c'était important d'habiter l'île. Fait que centre-ville, pour vrai, jusqu'à temps que les enfants rentrent à l'école. Là, puis on s'est en allé un petit peu plus au nord, un peu moins dans le centre-sud. Là, puis plus proche du bureau aussi. Puis ça me rapproche du bureau. Entre les deux, là, un jour, la vie va reprendre, puis on va continuer à retourner au centre-ville, se voir en personne. Là, exact. Mais là, exact, proche du bureau. Notre bureau, c'est sur l'esplanade, là, presque à la hauteur de Crémazie. Fait que... super bureau, là, tu sais. Depuis 2019 qu'on a déménagé, on a décidé de se gâter avec un bureau hyper confortable. Beaucoup de réflexions qu'on s'est données sur... c'est pas un campus Google, là, on s'entend que ça reste un bureau d'ingénieur. Mais on s'est doté on voulait être confortable. Dans les bureaux d'ingénieurs, j'ai la chance de me promener un peu partout, là. Votre concept de bureau d'ingénieur est assez... je dirais pas unique, mais il est assez intéressant. Ça permet de... Il y a comme la portion fun. Tout a été réfléchi. Les espaces ont été réfléchis. Là, on se parlait un peu avant le podcast comme quoi que vous étiez rempli à pleine capacité. Puis, oui, je te disais ça, on se sent un peu à contre-courant parce qu'on a agrandi les bureaux. On a agrandi les bureaux de Montréal. On va agrandir les bureaux de Laval, de Longueuil. On croit qu'on est plus fort quand on est ensemble. Puis qu'il y a le contact humain. Moi, je dis souvent ça aussi aux gens qui travaillent avec moi. On est en construction, mais on dirait que le principal défi, c'est souvent les relations humaines. Puis dans la firme, l'espèce d'osmose qui se fait par la proximité puis le contact des autres qui travaillent avec toi sur ton projet, sur ces projets. Il y a un apprentissage constant qui se fait puis qui se transmet. Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris. Puis c'est sûr que faire du team puis du Zoom, là, ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'on fait ça. Puis ça nous a rendu hyper loadés de réunions. Puis là, c'est plus grave de faire des réunions puis d'y assister. Puis finalement,
on perd le contact humain. Moi, ça fait déjà quelques mois, je suis retourné au bureau en présentiel, puis des moments entre deux teams, j'ouvre la porte, là, puis là, je vais voir des gens. C'est vraiment... On est au masque encore, puis il y a toutes des préoccupations très 2021, mais ça fait du bien. Puis on a misé sur que la poursuite d'un bureau de génie, ça serait aussi avec une présence, puis de se voir, puis du contact humain. Puis... Ben moi, je crois beaucoup à ça, le contact humain. Je suis un gars qui adore jaser avec des gens, de là, le podcast, mais tout ça. Mais une des choses, je me suis rendu compte, c'est que les ingénieurs, peu importe le métier, là, on parle, mais de façon générale, dans n'importe quoi, tu commences le métier, tu as appris une base à l'université, une méthode, mais l'apprendre le terrain, l'expérience, la transmission de l'expérience, si tu n'as pas ça, c'est bien plate, mais tu vas stagner. T'sais. J'avais un architecte qui me disait, si tu veux faire des escaliers toute ta vie, là, vous restez chez vous. Je vais t'expliquer une fois comment faire des escaliers. Là. Puis tu vas être de tous les projets, point de vue escalier. Mais là, si tu veux évoluer, comprendre des concepts, comprendre des erreurs des autres, l'autre chose, il arrive. On est comme n'importe qui, on essaie de ne pas faire d'erreurs, mais on en fait. Fait que, on essaie d'apprendre de ça. Puis je pense que c'est en étant en contact avec les gens que tu vas le chercher. Fait que, non, je pense que c'est une bonne affaire, mais là, à quelle place vous allez y mettre dans votre bureau de Montréal? Vous êtes... Minou, il reste de l'espace, là. Écoute, c'est un autre 15-20 000 pieds carrés qui s'ajoutent, là. Donc, il y a quand même beaucoup de... Ça va devenir... J'ai un peu oublié les chiffres, là, mais probablement plus que 200 là, ingénieurs même dans la même succursale, mais c'est pas... à la fin, ça reste des équipes de projets qui restent très proches. Là, puis, il y a un moment, tu peux pas, que tu sois 1000 ou 200. Ça reste des équipes de 4-5, c'est des équipes 10, de projets qui se fois. côtoient. Puis, les projets sur lesquels on travaille, il y a des projets que je vais voir se concrétiser finalement, mais j'ai commencé à travailler dessus en 2007. Là, présentement, je fais des réflexions, des réflexions, le bon mot, là, sur des grands projets d'agrandissement ou de renouvellement d'hôpitaux. Puis nos échéanciers, là, je vais les voir passer en numéro 1, 2030, 2031. C'est des échelles de temps qui sont complètement différentes quand on arrive dans ces tailles de projets-là. Puis ça a l'air incroyable, mais tu te dis, si je prends 2 ans pour construire juste les plans et devis d'un hôpital de 180 000 mètres carrés, 150 000 mètres carrés, bien après ça, un coup qu'on l'a budgété, c'est juste des maths. On ne sera pas capable de dépenser plus que 10, 15 millions par mois sur la facture totale en divisant le nombre de mois qu'on est humainement capable de dépenser. Tu arrives quand tu as un chantier qui va décaisser sur un mois 24 millions, là, c'est un record absolu qui ne s'est pas fait. Il y a 1500 hommes sur le chantier. Fait que dans ces planifications de projets-là, ces échelles de projets-là, c'est certain que ça prend des années. Fait que ça crée des équipes qui sont ensemble pour longtemps. Puis c'est vraiment une belle dynamique là, c'est le fun à vivre, c'est grand, j'appelle ça ces vaisseaux amiral-là. Oui, bien, tu sais, j'ai comme... Quand on embarque sur ces projets-là, j'ai eu la chance d'embarquer sur un projet que j'ai vu l'échéance au bout de 5 ans. T'sais. Mais je regarde à la vitesse de nos technologies, à quelle vitesse c'est. Puis là, dans le milieu de la santé, un milieu avec un peu de technologie là, dedans. Là, c'est pas mal après, mettons, du pharmaceutique ou de l'industriel high-tech, dans le milieu public, c'est pas mal de next one. T'sais. Comment vous gérez ça? Tu parles d'une technologie, je donne un exemple, mettons une flush valve, que en 10 ans, là, on est passé de la poignée ou du bouton à... ils sont capables de... le sensor, puis là, ce qui s'en vient, il n'y a plus de sensor, là. Proximité, détecteur, sur... toutes ces choses-là, comment vous gérez ça? Parce que... Ça, c'est space. Il y a des affaires qui sont simples
à planifier parce qu'on peut anticiper assez facilement une évolution technologique. Quand je suis en imagerie médicale ou en oncologie, je sais que l'appareil, l'accélérateur linéaire ou que ce soit l'IRM, je sais que il ne faut pas que je planifie en fonction de celui qui existe aujourd'hui. Il faut que je planifie celui en fonction qui va être livré 24 mois, 2 ans avant la livraison du premier patient. Fait qu'on anticipe un certain nombre de capacités, puis on se dit, on va raffiner là, le plan de câble final 2 ans avant la livraison de l'hôpital. Ça, c'est assez simple. Mais ce qui me touche le plus en ce moment, c'est aujourd'hui, je travaille à la planification d'hôpitaux pour 2030. Je réfléchis les phases subséquentes pour 2036, 40. Puis, on a la COP26, les objectifs 2050 de décarbonisation. Fait qu'aujourd'hui, je suis en train de me dire, là, j'ai un déficit chaleur qu'il va falloir adresser dans 10 ans avec est-ce que je vais être encore pris de brûler du gaz dans 10 ans? Comment je vais faire pour qu'aujourd'hui, l'hôpital que je planifie, il n'arrive pas complètement déphasé avec son univers, avec les objectifs qu'on se donne de changement climatique. Là, je me suis dit l'an dernier que c'était la dernière série d'hôpitaux que je planifiais avec uniquement l'ambition de réduire leur gaz à effet de serre de 80%. Ce qui est l'objectif de fonction gouvernementale, c'est 80% avec de l'énergie renouvelable, 20% d'hydrocarbures. Au Québec, ça veut dire qu'aujourd'hui, on planifie le déficit chaleur des gros mois d'hiver, janvier, février, on brûle du gaz, c'est sûr. Mais je vais-tu encore faire ça en 2030? La réponse, malheureusement, c'est pas mal oui, parce que c'est ce qu'on a planifié dans les années précédentes. Mais là, ceux on appelle ça à l'étude. Quand ils passent à l'étude, ils sont à l'étude pendant 1 an, 18 mois, avant de passer en planification, ce qui est ma job, les plans de vie aussi. Mais là, ça, c'est des projets 2031, 32, 33, 34, 35, la phase suivante. On a dit, on va le couper en 2 là. Ouais, la deuxième phase, elle va-tu brûler du gaz encore? Je fais le bloc de l'énergie aujourd'hui. Ça, c'est une affaire, je vais te dire, bloc de l'énergie. Hein. Il y a 3 ans, on appelait ça des chaufferies. J'ai dit chez Boutier de Paris, on appellera plus ça des chaufferies. On brûle pas du gaz, on gère de l'énergie. Puis, on va appeler ça le bloc de l'énergie parce que on va avoir l'électricité de relève, l'électricité centrale, les équipements de récupération d'énergie, les équipements de production de chaleur qui ne seront pas nécessairement toujours brûlés de l'huile et du gaz. C'est des blocs d'énergie qu'on fait. Alors, ceux qu'on pense pour demain, mais demain, pour répondre à COP26, ben il faut qu'on ait une solution alternative. Puis j'ai plein d'idées, puis je le faut... Oui, bien, c'est ça. C'est ça qui je ne sais pas comment vous faites. Là. Tu sais, je regarde juste, il y a le nouveau code d'énergie qui rentre là. Tu sais, Bruno, là, 5 ans là, ou 10 ans, là, tu planifiais la nouvelle hôpital. Là, on va parler, mettons, je sais que tu es comme de tous les hôpitaux. Là, fait que, tu sais, on planifiait, mettons, Vaudreuil, ou Enfant Jésus. OK, parfait. Ce code-là était même pas en ta main. On s'était dit, oui, on va aller là. Grande ligne. Ouais. Mais le peaufinage, là, un autre game. Puis là, tu planifies. On sait à peu près, tu sais, veux pas, dans la planification, dans les plans de vie, on a une enveloppe budgétaire quand même, tu sais, avec des marges d'erreur, tout ça. Mais là, il y a un code qui s'en vient tout changer. Ouais. Il y a... puis là, on le voit. Tu sais, je le fais sur des projets... j'aime bien des projets, des fois, tu sais, 18 mois, 24 mois, là. C'est... puis juste là, c'est du tout. Là, tu sais, on voit des changements énormes, là. Bien, le code de l'énergie pour des firmes comme la nôtre, quand tu es arrivé, ça change absolument rien. Puis il y a des clients qui me disent hey, mais là, 27 décembre 2021, entre en vigueur du nouveau code de l'énergie. Qu'est-ce qui arrive sur mon projet? Ben, ton projet, rien. Ben, nous autres, tu regardes le concept qu'on avait fait, on atteignait déjà largement, dans 98% de nos conceptions, ce qui est dans le code maintenant. J'imagine que dans certaines parts de marché différentes ou d'autres firmes, il y a quelque chose de nouveau pour eux.
c'est possible, mais moi, ce code-là, je le trouve pas très sévère ou restrictif par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés, en termes de société. Fait que, oui, il y a quelque chose que je trouve plus intéressant dans ça, c'est forcer nos architectes à faire des meilleures enveloppes. Ça, je trouve ça génial. Qu'ils soient obligés d'avoir une reddition de compte sur la qualité des enveloppes, sur les ponts thermiques, sur le fait combien de fois, moi, j'ai fait... je suis étiqueté comme le gars des hôpitaux, mais j'ai une pratique professionnelle large, là. Très, très, très large et beaucoup plus large que ça. Puis j'ai un souvenir 2014-15, je fais une tour au centre-ville de bureau, 400 000 pieds carrés. Puis, on est en train de monter les murs rideaux, là. La grue est en train de les placer, là. Puis, réunion de chantier parce que... Ouais, mais il y a tellement de ponts thermiques qu'il va y avoir de la glace qui va se faire à l'intérieur des banquettes, des retombées de plafond en gyps. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? En 2014-15, on ne demande pas à l'architecte de démonter ses murs parce qu'ils sont mal faits. On dit à l'ingénieur en mécanique, peux-tu chauffer plus? Puis comment tu peux chauffer plus? Fait que, tu sais, ça, là, le nouveau code modèle, il y a ça de bien. Il y a ça de bien, c'est que, surtout pour les fabricants de murs rideaux, là, il va falloir qu'ils apprennent à bien faire leur travail. Moi, je pense juste, tu sais, il y en a, tu sais, un peu comme tu viens de dire, tu sais, tu peux voir ça comme très restrictif. Mais quand tu faisais déjà bien les choses, tu fais comme, ben c'est cool, on s'en va vers la bonne voie, tout le monde va travailler mieux. T'sais. L'obligation de récupérer sur l'air neuf, tu sais, il me semble. Ben ouais. Ben oui, mais... Hier, j'étais avec deux promoteurs immobiliers, puis j'avais un gars de ventilation, puis là, il était comme « Ouais, c'est ça, la récupération de l'air neuf. Ouais, c'est compliqué. » Puis là, j'étais comme « Pas si compliqué. » En fait, je comprends pas qu'aujourd'hui, on ait cette conversation-là. En fait, la conversation, c'est vrai, y a-tu des nouvelles technologies qui vont nous amener à un autre niveau, qui va pouvoir nous permettre d'arrêter de... mettons, des technologies pas trop compliquées, mais qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces que le minimum requis. Là. Ouais. Fait que, tu sais, mais tu vois, c'est deux visions 100% différentes, là, mais j'aimerais ça qu'on en revienne à toi. J'aime ça tout le temps partir de l'individu sur le podcast. Pourquoi tu étais en ingénierie? Tu as remarqué que je faisais exprès pour parler d'autres choses que de parler de moi. Je le sais, mais comme toutes les... Je le sais, puis... Mais, tu sais, j'aime ça, Bruno, tu sais, au moins, comme tu dis, tu es étiqueté un peu hôpitaux, mais, tu sais, moi, je te connais un peu en dehors de ça, puis, tu sais, je le sais que tu es de tout, puis on en parlera tantôt un peu de ton nouveau dada au bureau, là, mais... Pourquoi qu'est-ce qui t'a poussé à aller en ingénierie? T'avais-tu ça day one? Ou... Sinon, ben, si on fait un petit aparté là, d'où ça vient, tout ça, c'est aussi idiot qu'un enfant curieux qui arrive devant son orienteur au secondaire puis qui dit « Ben moi, je vais être inventeur. » C'est aussi clair que ça. Puis là, ben, je me fais expliquer du tout au tout. Ben, pour être inventeur, il faut être ingénieur. Bon, ben d'accord. Je me suis jamais re-questionné. That's it. That's it. Après ça, qu'est-ce qui m'apparaissait comme être la meilleure école? Bon, Polytechnique. Je suis jamais questionné. Puis, rendu à Polytechnique, ben là, comme tu sais, j'étais dans... Je sais où que tu t'en vas. J'étais pas mal sur mon X, fait que c'était pas nécessairement bien compliqué pour moi de faire les cours. Fait que, il arrive un moment où il y a un ami qui... Moi, je m'en allais genre, en échange étudiant en Allemagne, en France. Ça me tentait de tout changer d'air, là, tout voir la planète. Puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, il y aurait une place sur l'association étudiante. Tu serais bon. » Évidemment, tout le temps en train d'avoir un avis sur tout, t'es aussi bien devenir. Fait que j'ai fait un cursus universitaire bien axé sur l'implication étudiante. Puis j'avais fait la présidence de l'association étudiante. Après ça, j'étais allé à la Fédération des étudiants universitaires. Finalement, j'étais parti dans une curve là, ben, tant qu'avoir une opinion sur tout, comment est-ce qu'on peut influencer ce qui m'entoure, la société. T'sais. Puis j'étais dans ce monde-là. Puis j'avais découvert Boutilla de Parisot à l'université parce qu'il donnait des bourses. Ouais. Puis moi, il y a un moment donné, pas mal
d'un niveau pauvre étudiant. Là. Ben. Puis là, je vois tout le monde autour de moi, tout le monde, les amis, tu sais, ça gagne des bourses, puis des notes. Puis moi, bon, écoute, on va regarder ça, comment, qu'est-ce qu'on fait pour aller avoir? Ben oui, puis là, Boutillette Parizeau offre une bourse à ceux qui démontrent de l'intérêt. Hey, moi, de l'intérêt, je n'avais beaucoup. Bizarrement, quand on a besoin de l'argent, de l'intérêt, il y en a partout. Fait que je regarde qu'est-ce qu'il fallait remplir, une lettre qui démontre de l'intérêt, moi. Allez, j'en mets de l'intérêt. Puis ça venait avec un pas pire chèque. Ça fait 38 ans que cette bourse-là est là. Elle est encore là, s'il y a des jeunes qui cherchent une bourse. Avis aux étudiants, on recherche des étudiants. on va mettre le lien pour déposer vos documents. Ouais, Bruno, tu vas avoir 400 demandes des Ah non, d'étudiants. mais c'est vrai. Puis ça venait avec un stage en plus. Oh wow! Parce que dans notre temps, les stages n'étaient pas obligatoires comme ce l'est actuellement. Ça a l'air bizarre à dire, mais... Polytechnique, le service des stages. Quand j'avais appliqué là, j'avais trouvé une job au service des stages. Il fallait que je mette du caoutchouc dans une machine à caoutchouc sur des chiffres de nuit. J'ai fait 2 semaines dans ça, puis j'ai dit, bon, merci le service de stage. Mais avec Polytechnique comme ça, je découvre ça, j'ai aucune idée c'est quoi le génie conseil, je sais pas c'est quoi un CFM, là, je sais pas c'est quoi une unité de mesure dans mon domaine aujourd'hui. T'sais. Puis j'ai fait un premier stage, ça a super bien été. L'année suivante, là, pris dans mes affaires de politique étudiante, je n'ai jamais regardé qu'est-ce que j'allais faire, j'ai juste rappelé Pierre Hébert, le premier vice-président chez Boutillette Parizeau, puis je me reprendrais dessus. Fait que, c'est ça. Je suis là depuis, ça fait 18 ans. Fait que, voilà. Puis, bon, ça, j'aime tout le temps cette anecdote-là de j'ai eu une bourse, fait que j'ai été, mais, tu sais, parce que, veux pas, tu sais, Boutillette, quand t'es rentré, vous étiez combien à peu près chez Boutillette Parizeau? Ouais, on était 70. BPA, là, Boutillette Parizeau, c'est 2 professeurs d'université en 1965. Puis dans ce temps-là, tout le génie conseil est anglophone. Si tu regardes les plans 1945, 50, 60 que tu retrouves, c'est des blueprints tout en anglais. Exact. Puis il y a 2 profs d'université qui décident de partir en affaires. Fait que toutes les années 60, 70, beaucoup de projets de communautés religieuses. Il n'y a pas grand ventilation à mettre dans un bâtiment. C'est du chauffage, de l'électricité, mais c'est les premiers francophones à créer du génie conseil. Il y en a d'autres dans ces années-là, mais Boutillette, Parizeau, Maurice Parizeau puis Roland Boutillette, c'est vraiment des pionniers de génie conseil québécois. Fait que t'as un cycle où eux, ils ont créé le génie conseil québécois, ils ont contribué à créer ça, puis après ça, il y a un deuxième cycle qui est l'année, l'époque René Villot, les années 80 à 90, notre PDG qui a pris la relève de Roland Boutillette. Roland Boutillette qui, dans ces années-là aussi, devient DG de Polytechnique, fonde la bourse Boutillette Parizeau, les années 80. Puis pendant ce temps-là, René Villot, lui, il arrive dans un deuxième cycle de vie qui est très relation d'affaires, début d'aller gagner les premières grosses jobs, là, les tours Belle Banque au début des années 80, les projets fondateurs, René Villot disait gagner les belles jobs. Quand je suis rentré, il était encore PDG jusqu'à son quelques années après, jusqu'à son départ. Puis après ça, il y a eu le 3e cycle de Boutillette Parizeau, qui est Claude Descaries. Exact. Qui est encore avec nous, Claude, on l'espère pour encore longtemps, et qui, depuis 2 ans, est maintenant président du conseil d'administration, qui a laissé sa place à un 4e cycle, qui est Dominique Latour, notre nouveau PDG. Mais avant d'arriver à Dominique, Claude, son cycle, lui, c'était celui de toute la mise en place de la structure de grande croissance de l'entreprise pour, j'allais dire, jouer le marché, comprendre le nouveau marché, comprendre comment faire des offres qualitatives, aller à un niveau de perfection dans la présentation de qui nous sommes, en tablant sur l'expertise des grands projets qui venaient juste d'être réalisés, puis se préparer à un cycle de croissance exceptionnel des 20 dernières années. Fait que je suis rentré, ça commençait, on était 70. Je suis rentré, il y avait un nouvel ingénieur par année, c'était le boursier de l'année précédente, là, c'était comme ça que ça marchait. C'est comme, oui, puis on n'était pas, dans les années, mettons, 2004,
2004, 2005, 2006, on n'était pas où on est actuellement avec une pénurie de main-d'œuvre que quasiment tout le monde s'arrache. Là, fait que il y avait quand même, il y avait de l'ouvrage, là, on n'était pas à plaindre, mais il fallait les chercher, là, ces jobs-là. Tu dis, il y avait de l'ouvrage. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'ouvrage pour tant que ça faire des activités de génie. Là. On nous faisait dessiner, classer un peu de cartable. C'était pas... il y avait documents de fin de chantier. À écrire. Mais pas juste les dessins d'atelier. À la main, à écrire en lettres ISO. Encore aujourd'hui, là, j'ai juste 40 ans, là, mais j'écris si j'écris à la main, j'écris en lettres ISO parce que j'ai trop fait de dessins d'atelier dans mes stages. C'est vrai, ça venait en caisse de papier, c'était hallucinant. Puis là, il y avait l'ingénieur, il écrivait une copie, puis je passais au stagiaire. T'en as 8 à faire, hein? Ouais, les notes. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, à la quantité de markup qu'il faut faire sur les dessins d'atelier, hein? S'il fallait qu'on les refasse à la main, my God. Tu sais, avant ça, justement, il y avait une réunion de chantier. On faisait une réunion officielle pour remise des dessins d'atelier. Ouais. Puis là, on amenait les caisses. Puis là, tu sais, on a de l'air deux gars qui ont comme 75 ans. Mais les gens ne savaient pas, mais on amenait nos boîtes au chantier. Tous les entrepreneurs étaient là. Puis là, on faisait nos piles. Ouais. Bing. Puis là, OK. Puis là, 3 copies pour le général, 2 copies le gars de ventilation, 1 copie le gars d'électricité. Là, t'étais comme... Hey, c'est... Mais tu sais, aujourd'hui, quand on le voit avec, mettons, les systèmes Procore ou tous les autres systèmes, où ce que tu drops, puis là, le gars, tu sais, avant ça, c'est comme, il te laissait regarder les dessins atelier, puis on avait vraiment, tu sais, notre fameux 4 semaines, là, on le regardait, on annotait les dessins. Là, tu dis, je vais te les déposer, mettons, vers midi. À midi et demi, il t'appelle, hey, j'ai pas vu les dessins. Mais repense-y, il y a 20 ans, comment on faisait ça? Ça se peut qu'il y ait un peu de loading, ça se peut qu'il y ait un peu de radar. On a une grande accélération de la production qu'on cherche au niveau de l'administration des chantiers. Là. Puis, à la fin, moi, j'ai hâte qu'on focus aussi pour se donner des outils performants de construction plus rapides dans mon domaine, là, parce que la pression est beaucoup sur produire au niveau de l'expertise plus rapidement, puis la vitesse à laquelle tout le monde est coincé pour produire rapidement, ça fait en sorte que là, des dessins d'atelier, un espèce de moment de pause, d'arrêt, où on regarde le chantier ensemble, puis on se fait un point de départ. C'est échelonné sur une période de 6 mois, puis ça revole en termes de volume de questions, puis de dessins en séquence. Tout le monde négocie beaucoup ses marges aussi. J'en fais partie, là. Puis là, on est dans cet univers-là où chaque jour est celui de est-ce qu'il y a un dessin en retard, est-ce qu'il y a une QRT en retard, une question-réponse technique, est-ce que puis avec ces outils technologiques-là, il n'y a pas cette espèce de grande pause-là. Même pour nous autres, la sortie des plans, une journée d'impression de plans, là, une job de 150 plans, c'était quelque chose. Là. Le plus jeune de la gang allait chercher de la bière au coin de la rue là, parce qu'on a pour un bout, l'ingénieur signe. On va veiller. Oui, puis tu sais, chaque feuille, combien de feuilles je lançais derrière moi? Non, là, la 5 pages. Il fallait réimprimer. Il y a ça dessus. Là, aujourd'hui, on est dans des impressions PDF rapides, en grand volume, puis après ça, on recorrige sur des addendas, puis après ça, on recorrige sur des émissions. On a des outils de détection automatique des erreurs. Ça va vite. Ça va beaucoup plus vite dans ce qu'on a comme planification. Puis là, vous êtes rendu combien, Bruno, au bureau? T'sais, tantôt, tu disais que toi, t'es passé de 70, puis là, tu parlais de la fameuse période là, des années 2000-2010 où il y a eu l'accélération en fou. Ouais. Vous êtes rendu... Moi, mon dernier décompte était à 5,35, 5,40. Oui, j'ai pas regardé ce matin, mais facilement, en approchant 600 personnes. Oui, on est une entreprise dynamique. Puis dans Boutillette Parizeau, c'est jamais dénaturé contrairement aux autres firmes des années 60 qui sont lancées dans à peu près tous les domaines de génie. Boutillette Parizeau toujours resté focusé pendant très longtemps juste sur la mécanique électrique. Depuis quelque temps sur l'ensemble des services de bâtiment. On veut être spécialisé dans... Vous êtes uniquement... tu vas me dire qu'il y a plein de génies là, dans un bâtiment, mais
vous n'allez pas aller faire des aqueducs, non, on ne fait pas de génie civil, on ne fait pas d'asphalte. Moi, je dis souvent ça comme ça, je ne fais pas d'asphalte, mais la pratique à l'intérieur du bâtiment est de plus en plus de discipline aussi, télécommunications. On fait du génie industriel, qui est un autre nom pour dire service alimentaire, service de laboratoire, là, la planification de comment se fait une usine à nourriture. Il y a ça maintenant qu'on fait, mais toute la télécommunication, les salles de serveurs à planifier, la sécurité intrusion avec des anciens militaires qui viennent analyser quels sont les risques sur ton bâtiment, puis comment est-ce qu'on peut technologiquement le défendre. Puis, c'est trippant ce qu'on réussit à faire maintenant comme expertise, puis comme domaine. Ouais. Puis, comment vous faites? Parce que, tu sais, à 535, vous avez des bureaux un peu partout au Québec. Tu me disais, quand vous avez fait votre dîner de Noël, c'était comme... Tout le monde était content, mais comment vous faites passer les valeurs de la business à ce volume-là de personnes? C'est une bonne question. On a mis en place, il y a déjà quelques années, en fait, quand l'emballement de croissance d'entreprise a commencé, dès le début, on a eu comme une crainte de perte de contrôle sur la qualité. Puis comment est-ce qu'on allait maintenir notre niveau de qualité avec des objectifs de croissance dans le fond, objectifs de croissance pour répondre à la croissance du marché aussi, là. Exact. Des jobs à 30 millions de mécaniques électriques. Avant, il y en avait... À mon premier 10 ans, j'en ai peut-être eu 4, 5. Puis là, maintenant, c'est 4, 5 par mois. Donc, c'est plus... On s'adapte aussi à la réponse du marché. Je veux dire, il y a une vigueur économique auquel il faut faire face. Puis quand on s'est préparé à ça, on a mis en place un système de parrainage, ce qui fait que on a beau être 600, chaque nouveau ingénieur chez nous est toujours très, très proche, mais physiquement assis à côté de quelqu'un qui connaît les valeurs de l'entreprise, qui en a déjà traversé, qui sait c'est qui les ressources internes, les spécialistes, les pratiques du bureau. Fait qu'on crée des îlots de savoir entourés autour de des parrains. Puis c'est comme ça qu'on réussit à créer une pyramide qui permet une répartition une fondation solide pour maintenir le niveau de qualité. Puis moi-même, j'ai eu des passé par là. J'ai passé par là. J'ai eu des mentors qu'aujourd'hui, je travaille encore avec Bernard Charret. Bernard Charret, c'est lui qui m'a, avec une très, très grande patience, là, qui m'a montré au début des diagrammes hydrauliques. J'avais l'impression que si je clignais des yeux, j'allais faire une crise d'épilepsie, là, à les regarder. Puis aujourd'hui, c'est des diagrammes qui, pour moi, c'est une partition. Il n'y a pas d'enjeu. Puis c'est Bernard qui m'a montré ça. Puis d'un autre côté, dans la dynamique de relations humaines, puis de relations avec la clientèle, mais j'ai eu la chance d'avoir Pierre Hébert aussi, qui m'en a montré beaucoup. Puis Pierre Hébert qui vient d'annoncer sa retraite après 40 Oh my God! Scoop on the podcast! C'est ça. Fait que là, Pierre, il est... il termine le 31 décembre. Là. Okay. Le 17 décembre sera sa dernière journée après 40 ans de carrière avec Boutiette Parizeau. Hein. Wow! Notre premier vice-président. Fait que, tu sais, la transition générationnelle aussi, ça avance à grands pas. Là. Fait que Pierre, c'est un mentor pour moi dans la relation avec les clients, la relation avec les équipes de travail aussi, comment aborder les risques, moi, des fois, j'ai l'impression que c'est la plus grosse partie de mon travail, c'est la gestion de risque. Et la gestion de risque dans la conception technique, la gestion de risque par rapport aux autres parties prenantes des projets. Puis ça, c'est beaucoup Pierre qui m'enseignait ça. Fait que, gros changement là, qui s'en vient pour 2022. Là. Ouais. Connaissant l'individu, pas mal sûr que si tu as des questions, le cellulaire sera jamais trop loin. C'est sûr, tu veux pas... Le gars, il a donné 40 ans, tu veux pas... Mais c'est un passionné comme toi, il va arriver, puis tu as besoin d'un... quelque chose, un coup de fil. Il est à un coup de fil, puis...
la relation que vous avez est plus la même que celle que vous aviez au tout début, où tu étais un peu son étudiant dans ça à apprendre. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr que notre relation a évolué entre le moment où il m'a engagé il y a 18 ans. Tu sais. Mais je me suis un peu senti comme un chevreuil sur la route, là, tu sais, c'est à 117, là, quand à voir la date qui s'en vient aussi. Puis, mais c'est ça, tu sais, on continue. Puis pendant ce temps-là, notre industrie a de plus en plus besoin de nous autres. Puis, fait qu'on est en train de reprendre cette quatrième génération-là dont je fais partie d'actionnaires de l'entreprise. Puis il y a beaucoup de nouveaux visages aussi qui vont joindre dans l'actionnariat de l'entreprise l'année prochaine. C'est la quatrième génération qui prend sa place. Puis on est plus nombreux aussi. Fait que on veut rester le même type de firme que toujours. Nous, ce qu'on veut pas, qu'on est souvent malgré nous, c'est être l'université de notre industrie. Puis ça, c'est une grande préoccupation qu'on a parce que... Je l'avais dans une question à dire. Comment tu fais de la rétention de monde? T'sais? Tout le monde, comme tu dis, ils viennent faire un stage de 3 ans où ce que tu mets énormément d'efforts sur des individus, puis là, Mané, il part. Là, tu te dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, t'as rien fait. Ouais. Il voulait vivre d'autres choses. Puis, tu sais, un peu notre génération, nous autres, je ne suis pas le meilleur exemple dans ça, là, mais tu sais, la majorité, très stable, tu sais, au niveau des rentre à une place, reste là, se développe là, tu sais. Une nouvelle génération, eux autres, qui rentrent, switch de place, où ce que vous autres, vous êtes comme tu le dis, une université. Tu sais, BPA est reconnu au niveau savoir. Vous êtes là. Bien, c'est ça. Notre structure de transmission de connaissances, d'une part, de captation de savoir, de l'autre part, pour que cette connaissance-là puisse se transmettre à nouveau. C'est sûr que le piège, c'est en effet est associé à des gens qui... Bien, il y a aussi que des fois, le génie conseil, c'est pas pour tout le monde. Être consultant, là, on est beaucoup dans l'ombre du succès des autres. Tu sais, puis quand tu fais des projets comme le Biodôme, tu sais, techniquement, c'est hot, là, pour un ingénieur. Très hot. On l'a fait au début, quand ça a été créé, que ça a été transformé de Vélodrome à Biodôme, puis on l'a refait dans sa transition qui vient juste d'avoir lieu. C'est se poser des questions sur comment filtrer l'eau des pingouins, puis comment maintenir la température de l'autre bord de la vitre sans qu'elle soit frostée, puis que ce soit un environnement arctique. C'est hot, avoir ce savoir-faire-là. Mais à la fin, comme consultant, il faut avoir l'humilité que c'est pas nous qui est à l'avant-scène. L'architecte est là, puis on est là pour servir le projet. Mais on n'a pas, surtout en mécanique électrique, on n'a pas l'avant-scène. Alors, c'est pas donné à tout le monde de vouloir subir la pression que demande une équipe de projet puis une équipe de construction, en plus à la vitesse que ça va maintenant. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre qu'il y ait des gens que ça ne plaise pas, mais notre job à nous autres, c'est juste de rendre un environnement de travail puis d'avoir assez de fun à grandir, à faire ces projets-là puis à faire une différence, que le reward, là, ça excède les effets négatifs de cette pression-là. Ouais, je pense que quand tu es chez Boutier de Parizeau, en tout cas pour le Québec pour l'instant, puis on l'espère pour le Canada bientôt. J'ai vu que vous aviez une petite acquisition dans l'Ouest. Oui, bien, on espère, on se doute bien que notre croissance doit être dans d'autres régions, là, mais quand tu as accès à la qualité des projets qu'on a chez Boutier de Parizeau, tu peux finir ton année, arriver à Noël, puis tu as travaillé, ne serait-ce que dans des petites communautés, tu as peut-être fait l'école secondaire ou l'école primaire de gens de ta famille. C'est toi qui as fait la qualité d'air que ces enfants-là vont avoir. Tu as peut-être planifié des agrandissements de centres de cancérologie ou de centres d'imagerie médicale ou d'endoscopie que le beau-frère vient de passer. C'est dans une des salles que toi, tu as fait la conception. Tu finis que tu as une influence, puis tu façonnes, tu participes au changement du visage de notre société d'une certaine façon, puis c'est pas dans tous les jobs
surtout dans le domaine du génie conseil, que tu as accès à autant de gammes de projets pour avoir cet effet-là. Tu sais. Et la gang de chez nous qui travaille sur la division commerciale, tu marches au centre-ville avec eux. Là. Ah, ça, cette tour-là, c'est nous. Cette tour-là, c'est nous. Cet hôtel-là, c'est nous. Ça, c'est nous. Je sais, j'avais Antoine de Neuf Architectes, puis je crois que tu as déjà été au bureau t'as-tu déjà fait les bureaux de Neuf Architectes à aller? Ils ont fait au centre-ville. Tu circules, puis c'est 100%, c'est tout des murs rideaux. Fait que quand tu regardes, ils ont mis des pointes selon où ce que tu es dans la salle. Puis là, ils disent tel projet, on l'a fait en telle année. Tel projet, on l'a fait en telle année. C'est bon. Il y a des projets, comme tu dis, tu sais, un peu, que ils ont 2 tags. On l'a fait en telle année, puis on l'a refait en telle année. Tu sais, puis là, je disais à Antoine, je dis, c'est incroyable, là, tu sais, tu te promènes, puis là, tu te dis, OK, ça, on a touché à ça. Tu sais, un peu comme le biodôme. Tu sais, j'ai eu l'opportunité avec les plombiers d'aller voir les salles mécaniques. C'est de l'ingénierie pure. Puis, c'est pas quelque chose que on peut faire. Ah, on a fait le biodôme, parfait. On le refait. Là. Non. C'est que là, c'est une expertise qui est là, quasiment un one-shot deal. Ouais. Tu sais, filtrer l'eau des pingouins pour s'assurer de laisser... Filtrer l'eau des pingouins. Non, mais attends un peu. Je sais, mais c'est à cause que... Tu veux pas... Bon, c'est des pingouins, il y a des excréments et tout ça, mais là, tu veux enlever tout ça, mais tu veux laisser les bonnes bactéries qui permettent aux pingouins... C'est pas juste, on filtre, on met de l'eau pure. Bien, non, c'est rien de tout ça. Là. C'est quelque chose de très, très, très particulier. Un peu comme les hôpitaux. Tu arrives, tu prends une technologie que tu amènes là, peut-être tu n'auras même pas la chance dans ta carrière de dire cette technologie-là, on va la reprendre, on va la mettre l'autre bord. Parce que peut-être cette technologie-là, quand tu vas pouvoir, quand tu auras l'opportunité de la reprendre pour la réutiliser sur un projet, la technologie va avoir tellement évolué que, oui, tu vas avoir une base, mais le reste va être... Oui, ça, c'est plus vrai dans le biomède. Nous autres, la conception des gros bâtiments institutionnels, c'est très, très normalisé pour ce qui est de la qualité d'air puis de comment on va l'aménager pour rendre le service, finalement. Là. Mais là où on a toujours plus de latitude, c'est du côté du bloc de l'énergie. C'est là qu'on va créer des choses différentes dans un projet à l'autre, puis qu'on doit les évoluer. Après ça, la prestation de service dans l'aménagement, c'est beaucoup être à l'écoute de tout le monde autour de la table, comme n'importe quel autre projet, mais on a moins de latitude sur ce qu'on va devoir rendre comme qualité d'air. Ça, c'est très, très normé. Mais maintenant, je pense qu'entre 2 firmes, d'arriver avec la sauce boutillette Parizeau, ben ça va être de... Puis ça, c'est quelque chose... La préoccupation, c'est quoi l'intérêt de chacun des membres autour de la table? Je dis toujours ça dans ma gang, des gens qui arrivent, qui me disent « Ah, l'architecte, si, ça, le client... » Soyez-vous, là, puis pensez à c'est quoi son intérêt. Pourquoi cette personne-là réagit de cette manière-là? Puis, encore, on est consultant. Comment est-ce qu'on peut ou influencer ou l'aider à atteindre son objectif. Puis comment est-ce qu'on peut avoir du leadership pour que l'architecte comprenne mieux la préoccupation du client et la nôtre pour le succès du projet. Ça c'est un... C'est quasiment de la psychologie. Ben, c'est du Pierre Hébert. Oui, non, mais je le voyais dans ma tête. Là, je dis, oui, c'est ça. C'est dans notre métier, dans les grands projets, c'est beaucoup de relations humaines, réussir un projet de qualité. Après ça, on a des normes, c'est très encadré. En même temps, c'est le fun parce que c'est un des domaines d'activité où personne peut finir par te dire il faut que ça coûte moins cher. Ben écoute, it is what it is. Là. C'est un hôpital. Fait qu'on passera pas à côté des normes qu'on a à faire. Puis oui, on va grander chacune des prises parce que c'est comme ça. It is what it is. On ne sautera pas. Donc, mais ça, puis de la santé du public qui est omniprésent. Je dis pas que tu sais, mettons, un projet commercial, je dis pas qu'on tient pas compte de la santé. Là, je veux pas être mal cité là-dedans, mais on s'entend que
tu fais une erreur dans le milieu de la santé, là. Tu sais, une salle de problèmes respiratoires, tu as une mauvaise qualité d'air, une salle d'opération, puis ça peut tourner au vinaigre, là. Ouais. Mais moi, je pense pas que... Je sais qu'il y a tellement de commissioning, il y a tellement de choses qui... Non, j'allais pas là. J'allais dire que dans mon domaine, là, il y a pas... c'est pas moins risqué de faire une erreur dans une tour à condo que dans un hôpital, tant qu'à moi, parce que le backlash, là, les risques sont différents, les conséquences sont différentes. Mais ultimement, on n'a pas vraiment droit à l'erreur comme consultant, là, tu le sais. Là, it's the cost of doing business, comme les assureurs nous disent. Mais on n'a pas droit à l'erreur. Puis il ne faut pas qu'on se mette dans des situations où on porte des risques qui sont pas partagés en équipe aussi. Tu sais, l'an passé, 2020, probablement l'année la plus tough de ma carrière, là. Ben, pour bien du monde, là, mais parce que on a eu à faire face à des conceptions d'hôpitaux d'urgence, mais là, sans filet. Tu sais, quand est arrivé 13 mars, là, moi, on pensait que on est la 4e génération, on commence à prendre une entreprise, puis là, finalement, la société arrête. Là, on a eu ces quelques jours de panique-là. Non, mais tu sais, on a fermé un moment, là, on a fermé. Ben, la conception n'a jamais fermé, mais les chantiers en ayant fermé, on a dû mettre à pied temporairement des surveillants de chantier. Puis moi, je me suis mis à envoyer des emails à des clients à qui je fais du maintien d'actifs d'hôpitaux. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour faire les salles à pression négative, faire face à ce qui s'en vient? Appelez-moi. T'sais. Plusieurs appelaient. J'ai aidé beaucoup à faire des transformations de chambres. Puis tout d'un coup, là, ça a commencé pour vrai, la pandémie. Fait que j'ai l'hôpital Sacré-Cœur qui m'appelle et qui disent on a les soins intermédiaires, on veut que ce soit des soins intensifs COVID demain. Puis là, les soins à Sacré-Cœur, il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien. Je sais, j'étais sur ce projet-là. Je me souviens exactement du meeting. Puis c'était incroyable. Mais attends, la phase 1 de cette rencontre-là, c'est là, OK, on enlève les fenêtres, on se met sur le téléphone. Qui a des ventilateurs disponibles maintenant? Est-ce qu'on peut avoir une grue demain? Appelle NAV Canada parce qu'ils ont un héliport d'urgence pour le centre de traumatologie, pas avoir d'hélicoptère pendant une fenêtre, réussir à planter une grue, monter des équipements, trouver des gens qui peuvent le faire, mets des murs de sas encore à place, mets la pression là-dessus, pas de pression négative. Sors le duct tape rouge, scelle toutes les tuiles, mets la pression là-dessus, on l'a, moins 12 pascal, parfait. Si tu moins 12, si tu moins 15, moi je dis moins 12, on y va. Moins 12 sur le premier mur, moins 5 sur le deuxième, 17 en tout. Allez-y. C'est un cadre sans filet. Bon, ça a fini qu'à Radio-Can, à toutes les fois qu'on a présenté des images, on voyait mon plafond. Avec le tape rouge, le duct tape rouge. C'est Jean-Sébastien Laberge, le chantier qui était chez nous, qui était sur ce chantier-là, qui a pris ce cadre-là, tu sais. Puis, avant ça, on a ramené du tape blanc. Oui, c'est ça, c'est le blanc du JS pour savoir la prochaine fois, traîne du blanc. Du blanc, c'est ça. Du blanc ou du gris. Tu sais. Mais là, ça, là, c'était comme la première pierre de ce qui allait devenir, moi, j'appelais ça de l'ingénierie de guerre pendant 1 an de temps. Parce que rapidement après, le téléphone a ressonné, puis là, cette fois-là, c'était on veut avoir un agrandissement d'hôpital COVID de 26 lits dans 4 semaines. Là, OK, ça ne sera pas possible. Mais on l'a quand même livré en 8 semaines. 8 semaines. 8 semaines, le premier. Puis on en a fait 4 ou 5 blocs du même type, avec différentes durées. Mais ça, c'est une période où tous les matins, 7 jours sur 7, 7h30 le matin, meeting, 30 personnes sur la ligne, revue de ce qui va se passer dans la journée. Parce que pour réussir à livrer ça aussi rapidement, ça prenait beaucoup de latitude, mais il fallait qu'on commence à préparer le sol day one. Dès qu'on a une implantation, on creuse, on fait venir des pieux, on commence. Puis, il existe, moi qui travaille tout le temps en milieu hospitalier avec mes codes, mes normes, les dates, je les connais toutes par cœur selon les variantes entre les versions, puis là, il n'en existe pas. C'est quoi un bâtiment de lutte au COVID? En taux de ventilation. Qu'est-ce qu'on fait?
quelle pression, combien de changements d'heure à l'heure, quel niveau de filtration ou de refiltration est acceptable. Après ça, c'était les gaz médicaux. À ce moment-là, il y avait en Italie le monde qui mourait parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Là, 30 lits à faire avec de l'oxygène. Y en a-t-il assez dans l'hôpital pour faire ça? Là, je faisais des tableaux. Si c'est telle circonstance, avec tel type d'appareil. Si c'est telle circonstance, avec tel type de respirateur. S'ils utilisent des ventilateurs de tel type ou de tel autre type, que je vais avoir assez d'oxygène. Et que selon les hôpitaux, je n'ai pas eu la même réponse. C'est-à-dire que même dans un des sites, j'ai fait ajouter un vraquier complet. Mais là, tu veux pas... Même si je voulais faire de l'over-design, je peux pas parce que j'ai le clock is ticking. Il faut qu'on soit prêt pour la deuxième vague. Fait que je peux pas mettre les équipements que je voudrais. Sur le premier qu'on a livré, je voulais avoir un niveau de capacité dans un œuf. Il n'y a pas d'électricité. J'ai pas le power. Je ne l'ai pas, je ne l'aurai pas à temps. L'unité de ventilation, je voulais, l'usine est fermée. Je peux pas. Qu'est-ce que... Roll call de tout le monde. L'éclairage. Qui a du stock de disponible maintenant pour livrer la semaine prochaine? Parce qu'on voulait tel type... On n'avait pas, les usines étaient fermées. Fait qu'on faisait l'inverse. Qu'est-ce qui est disponible? Puis est-ce que je vais être assez confortable pour dire on peut faire ça? Bon, ça a l'air... Un an après, c'était pas si pire. C'était pas mal ça que ça prenait. Je suis pas mal fier de ce que les équipes ont réussi à faire. Le dévouement de tout le monde dans de l'ingénierie puis de la construction pour faire face à ça, c'était toute une année. Tu sais, je viens d'avoir que le temps, tu sais, je te l'avais dit que le temps allait passer super vite, là. Mais pour finaliser sur ça, là, ce que moi j'ai aimé de la pandémie, j'ai eu... oui, parce que je trouve qu'il y a des points positifs qui sont sortis de là. Le volet ingénierie et construction, qui était dans des milieux publics, puis là, c'était tout le temps des soumissions, tout ça. Tu sais, le côté que le monde disait que c'était lourd, des fois, du côté public, puis qu'il y avait certains entrepreneurs qui n'y allaient pas. Un peu avec les projets que j'appelais des projets urgence, tout ça, la coordination et la rapidité avec que tout le monde et la gestion du risque. Parce qu'il y aurait pu avoir, en étant plus vite, des fois, tu sautes des étapes, tu regardes. On aurait pu, Bruno, avoir des erreurs de conception, des erreurs. Je comprends que tout le monde est... Mais les projets qui sont ressortis de là, la rapidité, coordination, les façons de fonctionner, évidemment, il y a eu des coûts budgétaires, là, ça on ne l'empêchera pas, mais il y a eu un très beau success story de ça. Puis là, tu sais, il y a eu tous les hôpitaux que tu as parlé, il y a eu les centres Saint-Eustache, Saint-Eustache et Saint-Jérôme avec les tentes là, qu'on a parlé. Ben vois-tu, à Sacré-Cœur, en 5 mois, de l'idée jusqu'au premier patient, pas en tente, là, en construction rigide, là, 100 lits. Pour le budget des 100 lits qui vont être là quand même pour plusieurs années. Là. 10 à 15 ans. Oui. Bien, pour ce budget-là, je ne suis pas capable, sur un horizon de 7 ans aujourd'hui, de planifier pour la même valeur des 30 lits. Fait que ça a été quand même, au niveau de la facture, là, exceptionnellement acceptable. Mais tu sais, de se dire, moi, je voyais les Chinois qui avaient monté en 10 jours un hôpital. Là, je me disais, ils trichent. Là. Non, mais ils trichent. Ça fait sûrement 10 ans qu'ils ont tous planifié leur shot. Là. C'est sûr que chaque geste était coordonné d'avance. Mais nous autres, en 5 mois au Québec, on a, puis quand tu circules à l'intérieur du bâtiment, tu vois pas de différence. Tu vois absolument pas de différence. Tout le personnel va préférer aller travailler dans ce bâtiment-là, hyper moderne. Aucun compromis sur l'ingénierie. Aucun. Non, c'est...
Non, c'est toutes mes félicitations à ta gang. Je sais que tu l'as pas travaillé tout seul, ce job-là. Non, c'est une équipe. C'est fascinant. Vous étiez plein de petites cellules dessus. Fait que, Bruno, on va prendre une pause. On remplit nos verres d'eau. On continue. J'ai abordé 3 questions. Fait que je te l'avais dit, on va jaser là-dessus. Fait qu'on prend une pause. Donc, merci beaucoup pour ta présence cette semaine, parce qu'on va le faire en 2 épisodes. J'aimerais remercier toute mon équipe, Mylène, Anto, pour tout le côté marketing. Merci à Nick Fred de m'avoir fait confiance encore une fois pour le podcast. Merci à Nicole à la console, encore une fois, c'est avec le studio SF. Donc, pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Bruno Lonval de BPA. Merci et à la semaine prochaine.